J'ai eu le bac, mais j'ai fait croire à tout le monde que j'allais à l'école alors que j'allais au travail, j'avais trouvé un CDI. On peut entreprendre en famille, on peut faire de belles choses en famille. J'étais dyslexique, donc ça causait des petits problèmes, parce que forcément t'es différente que tout le monde. Je kiffe travailler, c'était devenu une passion. Je disais Yasmine, je te prends pas parce que t'es ma petite sœur, je te prends parce que je sais que t'es une machine de guerre. Je suis partie ouvrir un campus à Montpellier, financièrement avec très peu de moyens. Le secret, c'est de raconter une histoire. Plus on te critique, puis tu deviens quelqu'un. Parce que si on te critique pas, c'est qu'on te voit pas. Grosse fierté, c'est d'être arrivé là aujourd'hui, très jeune. Croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en vos idées et n'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Nia avec une invitée spéciale qui est ma petite sœur Yasmine Koutari. Elle a 24 ans, elle a commencé à entreprendre avec moi il y a 4 ans maintenant. Fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'inspirent beaucoup, même si on s'embrouille souvent. Et aujourd'hui, je voulais l'inviter pour parler de son parcours, parler peut-être de choses qu'on a vécues ensemble, d'embrouilles, de belles histoires. Et puis vous montrer aussi que on peut entreprendre en famille, on peut faire de belles choses en famille. Et Yasmine, je vais te laisser te présenter pour commencer. Bonjour à vous, merci Youssef pour l'introduction. Merci de m'avoir aussi invité à ton podcast. Écoute, moi j'ai 24 ans, tu m'as bien introduit et qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu viens d'où? D'où je viens? Un peu comme toi. Moi je viens des Yvelines, donc j'ai grandi au Clé-sous-Bois. Je suis née à Versailles et j'ai grandi... t'es née à Versailles? Ouais, je savais pas que t'étais née à Versailles. On a 8 ans d'écart, donc il y a plein de choses que tu sais pas, Youssef, mais ouais. Je suis née à Versailles, j'ai grandi donc au Clé-sous-Bois. J'ai fait des études assez classiques, assez classiques. Il y a eu un parcours un peu compliqué, mais voilà, je me suis arrêtée après très tôt dans mes études, et c'est là où j'ai rejoint l'aventure de base coûte que coûte avec toi. Ok. Voilà. Avant de revenir sur cette aventure-là, okay, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui es la directrice de l'école, est-ce que tu peux nous dire un peu ton enfance, comment c'était? Raconte-nous un peu et tout. Okay. Il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire, à la maison, ça se passait bien. J'avais tout ce que je voulais avec papa. Beaucoup de matériel. Papa, il m'offrait tout ce que je voulais. Tous les samedis, j'avais un jouet qui valait entre 70 et 100 euros par... Donc, ça reste quand même un budget. Ouais. Tous les mois, j'avais un jouet. Ça pouvait être des grosses maisons de Barbie. Voilà, j'avais tout ce que je voulais. Et après, à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais très peu d'amis. Mais ça me comblait à la maison, donc j'avais tout ce que je voulais. Et dans mon enfance, j'étais à l'école classique. J'ai eu des petites difficultés scolaires. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, j'ai décidé de rejoindre l'aventure pour la création. Non, mais c'est quoi les difficultés scolaires? Difficultés scolaires, c'était lié à... j'ai oublié. J'étais... Dyslexique, voilà, j'ai oublié le mot. Je le suis toujours, je pense, puisqu'on l'est à vie. Mais j'étais dyslexique. Donc ça causait des petits problèmes, puisque forcément, t'es différente que tout le monde. Tu comprends les choses différemment, t'écris les choses différemment, tu lis différemment que tout le monde. Et forcément, tu te sens un peu à l'écart. Voilà, c'est des difficultés que j'ai réussi à surmonter. C'est la raison pour laquelle j'ai fini très tôt les études, que j'ai arrêté mes études avant le bac, parce que j'étais aussi... T'as arrêté avant le bac? Ouais. J'ai arrêté un an. T'as eu le bac, non? J'ai eu le bac, mais j'ai fait croire à tout le monde que j'allais à l'école alors que j'allais au travail, j'avais trouvé un CDI. Tous les matins, je prenais un sac à dos. Alors, sac à dos, j'allais au travail, ouais. Donc t'as pas eu le bac alors? Si, j'ai eu le bac parce que j'ai repris après. Ah ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. Ouais. Ça, c'est une dinguerie. J'ai fait un peu comme toi, ici, tu sais. Non, mais ouais. Donc j'ai redoublé mon CM2 quand j'étais en primaire. Ensuite, je suis partie au collège. J'ai eu des notes assez moyennes. Dû au fait que j'avais du mal à comprendre et donc je lâchais très rapidement l'affaire. C'est-à-dire moi quand je comprenais pas quelque chose et comme je t'ai dit j'avais des difficultés particulières, donc comme j'étais pas aidée comme je devais l'être, je lâchais très rapidement. Donc j'étais moins régulière à l'école, etc. Ce qui a fait que j'avais des notes assez moyennes. Et après j'ai eu mon brevet, donc avec mention bien. Ouais. C'était les euros qui m'ont aidée. Et ensuite, mais je crois que je t'avais aidé dans les euros. Hein. T'avais pas eu la meilleure PowerPoint. note? Pour les PowerPoint, je m'aidais beaucoup. T'avais pas eu la meilleure note et tout, je crois, de tout le collège et tout? Non, ça c'était au lycée. Non, c'était au brevet, je me rappelle. Mais brevet aussi, j'avais des bonnes notes. En fait, j'avais des bonnes notes quand je m'impliquais, quand j'aimais ce que je faisais. Je sais que j'avais des euros, donc c'est les euros où j'avais généralement les bonnes notes. Quand c'était l'écrit, j'étais un peu moyenne. Donc voilà, je me rattrapais dans les euros. Et ensuite, je suis partie en bac pro vente.
Et la raison pour laquelle je suis partie en bac pro, c'est parce que je savais que j'allais pas avoir mon bac en général parce que j'allais travailler à côté. Et combiner travail et école, en plus de mes difficultés, ça allait être compliqué l'école. Donc je me suis dit, je vais rendre ma voie scolaire assez simple, donc je vais aller vers un bac pro où je vais pouvoir monter en compétences avec des stages, etc., parce que j'aime travailler. Et comme j'ai commencé à travailler dès l'âge de ma fin de troisième, donc c'était 15-16 ans, je me suis dit, je vais m'orienter en professionnel. C'est en adéquation avec ce que je veux faire, parce que j'aimais travailler. C'était en adéquation avec ce que je voulais faire professionnellement, puisque du coup, je pouvais faire des stages. Les matières restaient beaucoup plus professionnalisantes. Donc voilà. Okay. Et j'ai continué vers un bac professionnel. J'ai arrêté mes études en première. Et parce que je savais pas ce que je voulais faire. En fait, j'aimais travailler. Tu travailles, non, à ce moment-là, non? Moi, je travaille. Comment ça? Tu travaillais à ce moment-là? Je travaillais au Subway. Au Subway, ouais. C'était mon premier job. Je travaillais au Subway. On a plein de choses à dire. C'est moi aussi qui t'ai trouvé ce job-là. Tu sais, dans tout le podcast, je veux dire, c'est moi aussi qui t'ai trouvé ce job-là. Là, j'ai travaillé au Subway. Et je me suis dit, mais... À 16 ans? Ouais, à 16 ans. Je kiffe travailler. C'était devenu une passion. Tu sais, j'ai très rarement été passionnée de quelque chose dans ma vie. J'ai pas été très sportive. J'ai pas fait de cours à l'extérieur ou j'ai pas fait de... Tu sais, je suis très peu dans tout ce qui est manuel, etc. Mais par contre, travailler, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que c'était le relationnel, apprendre des choses, parler avec les autres, leur proposer un service. C'était concret, surtout quand tu vois, c'était qu'un sandwich, Youssef. Mais tu te dis, la personne, t'arrives à l'orienter, etc. Et en plus de ça, il y avait des objectifs. Celui qui vend le plus de bacon, il a une prime. Tu vendais du bacon, hein. Je vendais du bacon. Mais c'était challengeant. Je m'entendais bien avec les équipes. En plus, je me retrouvais avec des équipes qui étaient plus âgées que moi. Donc, j'apprenais plus. En fait, j'étais vraiment dans mon environnement, tu vois. Et quand j'avais cette passation à l'école la semaine, j'étais là, non, horrible. Horrible. J'avais des personnes de mon âge. J'avais l'impression de pas trop avancer. On me demandait d'apprendre des choses, mais bêtement, sans forcément comprendre. Et moi, tu sais, Youssef, un peu comment je suis un peu têtue. Donc, moi, quand je comprends pas, j'ai besoin de poser plein de questions. Et à l'école, tu poses trop de questions, tu ralentis le cours, tu vois. Donc, j'avais besoin d'être à chaque fois en retrait. Et moi, c'était... En fait, j'étais arrivée à un point de non-retour. Donc, j'avais arrêté l'école. J'ai trouvé un CDI. Et c'est là où j'ai fait croire à mes parents que j'allais encore à l'école, alors que... Ah, moi aussi, du coup, tu m'as fait croire. Toi aussi, ouais. En fait, j'allais pas à l'école, j'allais au travail. J'allais avec un petit sac à dos, mes affaires. Alors, Yasmine, c'était bien à l'école? Ouais, c'était bien. Mais elle comprenait pas, parce que des fois, j'étais du soir. Et j'enchaînais aussi Subway à côté. Donc, j'avais 2 jobs. Et puis voilà, et ensuite, ma mère, elle a su au bout de 5 mois, je crois. C'est que moi, je viens de l'apprendre. Et c'est ta femme qui m'a balancé. Elle a fait une petite gaffe, et après, je l'ai dit. Et je me suis fait un peu crier dessus, puisque, tu sais, nos parents, ils veulent le bien pour nous. Et comme ils ne sont pas allés loin dans les études, pour eux, les études, c'est quelque chose de concret. C'est grâce à ça que tu vas réussir, etc. Et c'est vrai, ça reste quand même... Ça aide. Ça aide, parce que ça reste quand même une sécurité. Mais tu peux réussir sans ça. Je peux réussir sans ça, exactement. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, si tu veux entreprendre, il faut que tu aies un projet concret, il faut que tu sois débrouillard. C'est soit tu vas à l'école, ou soit tu travailles. Mais si tu n'es pas un bosseur, tu vas à l'école. Et si tu n'es pas trop scolaire, à ce moment-là, tu travailles. Mais ça me fait penser à papa. Papa, il me dit, si tu veux pas faire comme moi, tu vas à l'école. Ouais, tu vas à l'école. Mais du coup, il n'y avait pas les deux. En fait, pour lui, c'était soit on le fait le ménage toute notre vie comme lui, soit on va à l'école. Il n'y avait pas une autre option entre ça. Ouais, tu peux monter un projet, développer quelque chose. C'était soit tu fais le ménage, soit tu vas à l'école. Donc, maman me disait souvent une phrase qui m'a beaucoup percutée quand j'étais jeune. C'était: Yasmine, est-ce que tu veux être assise sur ce bureau et travailler sur ce bureau, ou tu veux nettoyer le bureau de tes camarades? Tu vois? Et j'ai imaginé, tu vois, parce que moi, je rigolais beaucoup à l'école. J'étais aussi... comme je n'étais pas très scolaire, forcément, je rigolais, je bavardais, etc. Et j'avais des appréciations. Beaucoup de bavardage. Moi, c'était surtout les bavardages. C'est vrai que tu parles trop, toi. Tu vois? Non, la preuve. Là, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit. Je kiffe ma vie, là. Elle me disait souvent: Yasmine, regarde là, tu bavardes. Mais eux, ils vont être assis sur le bureau, toi, tu vas nettoyer leur bureau. C'est comme ils faisaient le ménage, il fallait qu'ils interpellent, en fait, qu'ils trouvent un petit truc en me disant: Yasmine, tu veux faire le ménage comme nous, tu vas nettoyer son bureau à ton camarade, pendant que lui, il va travailler, il va ramener de l'argent, tu vois. Et je me suis dit: non, faut pas que je nettoie leur bureau. Okay. Et j'aiderai les personnes qui vont nettoyer le mien, tu vois. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah.
Des passages de l'enfance, en dehors de l'école, tout ça et tout. Tu l'as Mm. vécu comment, ton enfance? Tu disais, tu n'avais pas trop d'amis. J'étais un peu malheureuse à l'extérieur, parce que forcément j'avais moins d'amis. Moi, on me calculait parce que j'avais des, j'avais des belles poupées. J'avais les dernières Mais t'avais poupées. conscience qu'on te calculait pour ça? Ouais, parce que quand je sortais avec ma poussette, j'en ai fait une expérience. Hein. C'est l'expérience sociale. Je sors avec ma poussette, il y a tout le monde qui se rassemble autour de moi. Je sors sans poussette, mais il n'y a personne qui me calcule. Ouais. Et ma mère, ça la rendait triste parce qu'elle me voyait souvent par la fenêtre, etc. Elle me surveillait tout le temps. Et Ah, c'est bon, on voyait sur la place et tout. Là. ouais, tout le temps. Elle me surveillait. Yasmine! Et les gens, ils étaient méchants avec moi. Ouais. Je me rappelle, j'avais des voisins aussi très méchants. Tu vois, tu sais, j'avais une voisine, je me rappelle, je sortais. Tu sais, papa, il m'achetait tout le temps du maquillage quand il partait au Maroc. Quand il est venu du Maroc, le maquillage. Il savait que j'adorais ça, il me ramenait tout le temps du maquillage. Et moi, je me maquillais, tu sais, très jeune. Donc, je commençais à me maquiller, ou tu sais, il me ramenait des petits trucs et tout. Et j'avais des critiques à l'extérieur. Tu sais, un peu pourri gâté, elle a tout ce qu'elle veut, je sortais avec des poussettes, je sortais avec des pet shops. Même je les perdais, je m'en foutais parce que je savais que j'en avais à la maison, tu vois. J'étais malheureuse à l'extérieur, mais je me dis que ce que j'avais à la maison, les personnes dans le quartier où on a grandi l'avaient pas. Tu vois, en fait, on peut pas tout avoir. Eux, ils avaient des amis avec qui sortir, etc. Et moi, tout ce que j'avais, moi, je manquais de rien à la maison. J'avais la dernière Wii, les derniers jeux Mario Kart, j'avais les derniers téléphones. D'accord, L'iPhone ça, 3, je l'ai eu, Youssef. C'est vrai que papa était bien avec toi. J'avais l'iPhone 3, quand il venait de sortir, j'avais tous les jeux. Maman, elle prenait soin de moi, elle m'achetait tout le temps des beaux vêtements, des vêtements qui coûtaient cher, tu vois. Pour Parce nous, il qu'on- coûtait cher. Ouais. Pour nous, ils coûtaient cher. C'était quoi le magasin? Naf Naf, tout ça et tout, je sais pas si tu te Naf rappelles. Naf, mais il y avait un magasin qui existe encore. C'était des manteaux à... Mango. Non, pas Mango. C'est au-dessus de ça. Au-dessus, j'avais des manteaux de fourrure, Youssef. J'avais une photo, Ah. j'avais un manteau en fourrure. C'est vrai que Mais nos parents, c'était ils quand on avaient pas était à beaucoup, l'aise. mais ils donnaient tout. Ils Voilà. donnaient tout. Mais après, papa, il était à l'aise financièrement à ce moment-là. Donc, forcément... Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, notre père il était entrepreneur. En fait, il a commencé à faire le ménage au démarrage. Il était salarié dans une boîte. Il a évolué un peu dans le ménage. Et ensuite, il a monté sa boîte dans le ménage. Voilà. Ouais. Avant que les choses se compliquent. Mais c'est quelqu'un qui a entrepris. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est entrepreneur un peu dans l'âme. Ouais. Et qu'on est aussi très généreux comme papa. Parce que ça... Tu vois, Ouais. tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Et Peut-être, même- je sais pas. Hein. Ouais. Mais toi, c'est vrai qu'il était trop gentil avec toi. Moi, je me dis, wesh, il aime trop Yasmine et moi, il me déteste. Tout le temps, je me dis, moi, il me déteste. Je sais pas pourquoi Non, il il m'aime voulait te forger parce que t'es un homme, Youssef. pas. C'est pas pareil. Moi, j'étais une petite princesse à la maison. Décidé, toi, c'est dans le dur, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, franchement, j'ai vécu une belle enfance, même s'il y a eu des bas à l'extérieur. Moi, à la maison, j'étais bien. On traînait pas trop ensemble, je crois, non? Pas du tout. T'aimais pas traîner avec moi. Non, c'est pas que t'aimais pas, c'est qu'on avait 8 ans d'écart. Toi, tu voulais sortir avec tes potes. Jouer au foot. Ouais, tu jouais au foot. Toi, c'était le foot. Toi, t'étais tout le temps dehors. Ou sinon, t'étais un geek. Il y a Ah ouais. une période où je sais pas. Counter-Strike, jouer aux Qu'est-ce jeux qui s'est vidéo. passé Ouais. Il y a une période où t'étais beaucoup à la maison. Mais en fait, papa, il voulait plus trop que je sorte. Donc, j'ai trouvé un truc à faire à la maison et c'était de jouer aux jeux vidéo. Ouais, C'est de leur faute. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Mais et je me rappelle, c'est toi qui m'as appris à faire du vélo. Ah ouais? Ouais, papa il m'a acheté un bête de vélo à Decathlon, je suis partie à Decathlon. Il m'a acheté un beau vélo. Il voulait que j'apprenne. Mais il m'a acheté le vélo, mais c'est pas lui qui m'a appris à faire du vélo, c'est toi. Tu vois. Et un jour, tu voulais sortir avec tes potes, il t'a crié dessus. À ce moment-là, tu me détestais, mais c'était pas de ta faute, tu vois. Et tu m'as appris à faire du vélo en bas de la maison. Tu sais, il y avait une petite pente et tu me poussais. Mais tu me poussais fort, hein. Ah. Tu me disais, à deux doigts de me faire tomber, quoi. Celle-là. C'était pas pour t'apprendre, c'était juste pour te faire chier, en fait. Tu sais quoi, je vais lui apprendre à faire du vélo. Allez. Tu sais que j'ai une histoire avec ça. Je me rappelle, c'était dans le quartier. À un moment donné, t'avais un gars qui t'avait pris ton vélo. Tu vois, je vais pas le citer et tout. C'est vrai. Il t'avait pris ton vélo et il voulait pas te le rendre et tu pleurais. Et lui, t'es un peu plus grand que moi, tu vois. Et moi, je lui demande gentiment, vas-y, est-ce que tu peux lui rendre son vélo? Tu vois, elle est en train de pleurer. Je sais plus comment je lui ai dit, mais c'était Plus grand que gentil. toi Oh, il avait 1 an ou 2 ans de plus. À l'époque, il était toujours un peu plus grand et tout. Et du coup, je dis, voilà, rends-lui son vélo, tu vois, elle pleure, elle est pas bien. Il me dit, non, tu vas faire quoi? Je dis, franchement, je vais rien faire. Je vais rien faire du tout. Juste, si tu peux lui rendre son vélo. Voilà, regarde. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu sais, il commence à s'approcher vers moi. Hop, je le prends, je le retourne, le coup de cassé. Non. Je te jure, coup de cassé. Il a pleuré, t'as récupéré ton vélo. En fait, moi, je faisais. Papa, je voulais m'inscrire au foot quand j'étais petit, il m'a inscrit à les arts martiaux. Je te jure. Tu m'as rendu dangereux, papa. Ah, j'étais dégoûté quand il m'a inscrit aux arts martiaux et tout, alors que moi, je voulais faire du foot. Et je me rappelle de cette phase-là. Celle-là, je l'ai jamais oubliée. Je savais jure. pas. Tu sais, Mais tu sais que tu me l'as jamais dit jusqu'à aujourd'hui, je l'apprends avec vous. Je Cette te jure, je m'en rappelle. Mais en fait, c'est pas un bon exemple. Hein. Et moi,
Ouais. Je suis pas violent. La preuve, tu sais, j'étais en mode non, franchement, rien, juste rendu son vélo. C'est lui, il s'est approché vers moi pour me frapper, tu vois. Et je suis même pas quelqu'un qui aime. Voilà, qui aime. Moi, j'ai fait quelques sports de combat, kickboxing, boxe anglaise, j'ai fait quelques trucs et tout, taekwondo, aikido. Ouais, j'ai toujours aimé un peu. En haut. Ouais, tout ce qui finit en haut. Ok. Mais ouais, non, je me rappelle du vélo du coup. Il était rose, non? Je sais plus. Rose. Ouais, rose, il y avait un truc blanc là, les roues. Tu sais, un truc au-dessus des roues blancs. Oui. Et les trucs qui étaient blancs aussi. Pour pas tomber. Si, je me rappelle. Ouais, je me rappelle très bien. Ok. Et vacances, c'était comment les vacances? Franchement, des fois, je remercie Dieu d'avoir été un peu pauvre. Parce qu'on a vécu de trop beaux souvenirs, tu vois. Je me rappelle du gros camion, parce que papa, forcément, il était moins à l'aise financièrement après avec le temps. Du coup, pour payer nos vacances au Maroc, il ramenait de la marchandise au Maroc. Donc, c'est avec cet argent-là qui payait le trajet du Maroc aller-retour, parce que je crois que ça coûtait 1 500 € ou 2 000 € aller-retour. Et il ramenait de la marchandise. Du coup, on faisait le trajet en camion. Ah ouais. Et il se passait des choses en route. Il a toujours essayé de se débrouiller et tout. Ouais, toujours. Je sais pas si tu te rappelles, on dormait en fait, dans le camion derrière. Ouais. Il allongeait un espèce de lit, mais tout en haut. Je sais pas si t'as capté pas en mode tout en haut. Et il faisait les calculs avec les sacs pour que ça arrive pile en fait, avec la fenêtre. Et on avait la tête comme ça, on pouvait voir devant en fait ce qui se passait. Tu sais, en fait tout était calculé. C'était un ingénieur du transport. Exactement. Ouais, c'était un ingénieur du transport. Non, c'était trop bien la route. On a fait pas mal de petits accidents de voiture en Espagne, ce qui nous a permis de découvrir un autre pays, donc l'Espagne. Madrid, je crois on l'a fait à Madrid l'accident. Ouais, en fait nous quand on tombait en panne on était contents je crois. Ouais, oui, parce que du coup, on découvrait la ville gratuitement. Parce qu'il y avait l'assurance qui dépannait. Qui dépannait avec les hôtels, etc. Donc, moi, je me rappelle Madrid et Malaga. On tombait en panne? Et Barcelone. Je me rappelle des 3. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était calculé. Hein. Parce qu'il avait toujours 3 roues derrière. En fait, il n'en avait pas une. Ouais. 3. Donc j'ai dit, attends. Il y a 3 roues de secours, tu sais. Je crois qu'il calculait même son coût de où il allait tomber en panne, tu sais. Donc non, franchement, belle expérience. C'était trop bien parce qu'en fait, tu commençais tes vacances sur la route. Nous, on faisait les personnes lambda, elles prenaient 2 journées pour traverser, tu vois. Mais c'était 4 jours. Ah, c'est vrai, ça. 3-4 jours sur la route. Et quand je dis ça aux autres, ils après, me disent, papa, il aime bien prendre son temps aussi sur la route. On s'arrêtait à toutes les aires de repos. Je les connais par cœur maintenant. Et une aire de repos, je me rappellerai toute ma vie. On dort tout le temps là-bas. C'est une aire de repos. Ils font de la paella. Il aime trop cette aire de repos, Youssef. La paella, il y a une mosquée à côté. Il y a le Marjane à côté. Il y a plein de trucs. Ouais, si, Marjane, c'est comme un carrefour. Voilà. Ouais, c'est le Auchan du Maroc. C'est ça. Ok. Et du coup, ouais, je vois un peu. Ça me rappelle des souvenirs. On arrive au Maroc, et là où je reste avec les femmes à la maison, et toi, tu sors tout le temps. Parce que toi, t'es un garçon, donc tu sortais avec ton oncle, etc., jouer au foot. Et moi, j'étais jalouse, parce que je pouvais pas sortir, moi aussi. En plus, je me rappelle, on était mesquina. Tu sais que des fois, on se réveillait un peu plus tôt, on se préparait en cachette. Ouais, faut vite qu'on sort avant, parce que sinon elle va pleurer si elle nous voit sortir. Je leur faisais la crise à la maison. Je me rappelle de ça, on sortait en cachette, on t'esquivait, mesquine. Ouais, c'était la crise. Normal, et moi, j'entendais la porte, en fait. Dès que j'entendais la porte, c'était la crise mondiale. J'entendais des clac. C'était la crise, je savais que c'était... Après, regarde, on a 8 ans d'écart. Nous, on allait à la plage en courant, on jouait au foot et tout. Mais je l'ai compris quand j'ai grandi, Youssef. Mais franchement, on était égoïstes. On aurait pu te prendre, te sortir, rigoler et tout. mais moi, j'ai kiffé mes vacances, en tout cas. Non. Mais c'est pour ça que toi, après, je sais pas si t'as remarqué la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai kiffé de ouf mes vacances quand j'étais enfant. C'était rien, hein, c'était quartier populaire, plage, foot tous les jours, il y avait que ça. Mais j'ai pas eu le besoin de voyager et tout, tu sais. Tu sais, par exemple, moi, après 18 ans et tout, quand j'ai eu la possibilité de me dire de voyager seul, j'ai jamais voyagé seul. En fait, je m'en foutais. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà kiffé quand j'étais petit. Alors que toi, c'est l'inverse. Toi, vu quand t'étais petite, tes vacances, t'étais souvent à la maison, tu sortais pas trop, t'avais pas trop avec qui sortir et tout. Et t'étais beaucoup plus dans le voyage après, en mode tu veux découvrir, voyager, parcourir le monde et tout. En fait, tu sais, ça s'est inversé. Alors que moi, je suis en mode tranquille, franchement, je peux rester au calme et tout. Ouais, c'est ça, vu que j'ai pas trop vu la plage, la mer.
Si, t'as vu quand même. Je l'ai vu, mais avec la famille, tu vois. Oh, on transporte des sacs plastiques pour la JCF. C'était traumatisant. Jusqu'à aujourd'hui, ça me traumatise. Tu vois, juste de me dire, faut qu'on fasse une sortie avec la famille là-bas, parce que c'est une tradition, j'ai l'impression. Famille, c'est mort. JCF, faut sortir. J'ai toujours esquivé ces sorties-là. Pour prévoir une sortie, tu dois sortir à 14h. Déjà, tu sors à 16h. Tu dois ramener les enfants, etc. Et il faut faire à manger pour sortir. C'est pas là-bas, t'arrives, tu te prends un petit casse-croûte à 5 dirhams. Non, fallait faire à manger. Et eux, ils ont... Tu vois, les femmes, elles ont ce truc où elles aiment faire à manger pour sortir. Mais moi, je veux juste sortir, en fait. Je veux pas faire à manger pour sortir. C'était une logistique. Et on sort avec les sacs plastiques au champ et tout. Non, c'était horrible. Mais j'ai passé de belles... Moi, mes meilleurs souvenirs en vacances, c'était quand on avait nos grands-parents. Allah yarhamhum. Et c'était à Medina Qdima. Quand je jouais aux cartes, parce que du coup, je pouvais pas trop sortir, mais je sortais toujours au quartier. Qui tu jouais aux cartes et tout. Tout le temps. Et si t'as eu tes copines et on tout. On jouait à cache-cache, on allait au marché en cachette. En fait, t'as eu des bonnes vacances quand même. Franchement, ouais. Essaye de me rassurer. Finalement, ils étaient bien tes vacances. Non, c'était trop bien. Non, quand même, je me plains pas. Ouais. Et du coup, là, ça fait 3-4 ans qu'on bosse ensemble. On a bien évolué, franchement, on est monté en puissance. L'entrepreneuriat, on ne connaissait rien. Donc, on a beaucoup appris. Et toi, tu as une fibre très communication, très commerciale. En fait, tu sais faire du business, tu vois. Je le vois, moi, au quotidien. Si on a réussi à se développer comme ça, c'est parce qu'il y avait toi derrière qui arrivait à avoir une bonne vibe, à bien communiquer. Moi, je te trouve archi forte. Tu vois, je t'ai toujours dit, même quand je t'ai recruté au démarrage, je sais pas si tu te rappelles, je disais, Yasmine, je te prends pas parce que tu es ma petite sœur, je te prends parce que je sais que tu es une machine de guerre. Même au Subway, tu te rappelles au Subway, le premier entretien, la directrice que je connaissais, elle t'avait refusé. Et je lui ai dit, s'il te plaît, prends-la, etc. et tout. Tu verras, Yasmine, c'est une tueuse. Juste là, c'est son premier entretien dans sa vie, elle n'a pas su gérer. Et quand elle t'a prise, 1 an après, tu es passé manager. À 17 ans, tu étais manager de gens qui avaient plus d'expérience et qui étaient là depuis longtemps. Donc moi, j'ai toujours su que tu étais archi forte. Mais ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Tu sais savoir où est-ce que tu as développé ça ? Au Subway. Ah ouais ? En fait, comme j'ai connu un peu une délivrance au travail, mais vraiment, je sais que c'était une délivrance. J'étais très timide de base. Non, j'ai une anecdote. Avec papa au McDo, quand il me ramenait tout le temps au McDo, KFC, etc., j'avais honte d'aller demander du ketchup quand il manquait du ketchup sur le plateau. Et je demandais tout le temps, papa, vas-y, papa, demande. Je dis non. Et papa, il aime bien nous forger dans le dur. C'est-à-dire, non, va demander toi. Et moi, je voulais pas. La première fois, j'ai mangé sans ketchup. La deuxième fois, j'ai mangé sans ketchup. Et le McDo, ils aiment bien oublier le ketchup. Tu vois, et ensuite, avec le temps, je me dis, je vais pas manger sans ketchup à chaque fois qu'il manque du ketchup. Donc, je suis partie une première fois demander du ketchup, la deuxième fois, troisième fois. Et c'est là, quand j'étais toute petite, j'ai commencé à avoir moins de difficultés à aller vers les gens. Et ensuite, au Subway, vu que j'étais très réservée à l'école, même si j'avais mes copines, mes camarades de classe, etc., j'étais très réservée avec le monde extérieur. C'est-à-dire, je communiquais très rarement avec le monde extérieur. J'étais souvent à la maison, c'était tout le temps avec la famille. Et quand j'ai commencé à travailler, c'est là où j'ai commencé à parler avec d'autres personnes que mon cercle, tu vois. Et j'ai aimé, c'est là où on m'a challengée, etc., comme je t'ai dit. Et comme j'étais très peu scolaire, dans ma tête, je me suis dit, Yasmine, à l'école, ça va être un échec. Dans ma tête, je me suis dit, peut-être, hein, qui sait, mais dans ma tête, je me suis dit, tu vas pas aller loin. Donc en fait, il faut que tu mises tout sur le travail. T'as pas le choix. En fait, là, c'est ta porte de sortie. Tu vas pas aller loin à l'école, c'est ça ? Ouais, je me suis dit, là, vu que tu vas pas aller vers le master, et je savais, tu vois. J'étais consciente que j'allais pas continuer mes études parce que j'aimais pas. Et moi, je pouvais pas avancer si j'aimais pas quelque chose. Si t'aimes quelque chose, j'ai toujours conseillé à tout le monde, t'aimes pas faire quelque chose, tu le fais pas, tu vois. Forcément, dans ce que tu fais, tu vois, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'on aime plus ou moins. Mais en soi, l'expérience entrepreneuriale, on aime ça, tu vois. Et j'ai tout misé sur le travail. Et je me suis dit, t'as pas le choix. T'aimes pas parler, la prise de parole en public, t'aimes pas ça. Et tu vas te forger, tu vas le faire. Parce que c'est le travail, tu vois. T'as voulu choisir la voie du travail, tu vas le faire. Et là où j'ai des difficultés, j'ai essayé de travailler dessus, justement, pour anticiper et gérer le fait que à un moment donné, j'allais arrêter mes études et que j'allais me retrouver qu'avec mes expériences. Tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des stages un peu partout. Je demandais aussi des avis à mes managers pour pouvoir évoluer. Parce que quand j'ai évolué, par exemple, au Subway, j'ai tout fait en sorte pour évoluer. Je sais que moi, les personnes qui travaillaient avec moi, elles faisaient pas plus qu'on leur demandait et elles faisaient même moins ce qu'on leur demandait. Moi, je faisais toujours plus. Et je demandais pas un salaire à côté, tu vois. Des fois, je travaillais 2-3 heures en plus. Jamais à la fin du mois, j'allais voir le manager pour lui dire, j'ai travaillé 3 heures, tu me payes les 3 heures. Parce qu'en fait, pour moi, les 3 heures en plus, c'était
il me les rémunérait déjà parce que je me suis dit, il me donne l'occasion, il me donne 3 heures en plus pour apprendre. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc moi, je voyais pas le truc en mode rémunère-moi parce que il m'a déjà appris alors que j'avais rien, j'avais pas d'expérience, j'avais rien, tu vois. Et donc, je demandais pas de rémunération et j'ai tout fait en sorte, à chaque fois qu'il m'appelait, j'étais disponible. À chaque fois qu'il avait besoin de moi, j'étais disponible. Je formais les nouveaux, je les aidais à recruter. Il me donnait plus de responsabilités, mais je demandais jamais de l'argent en échange. Voilà. Parce que je partais du principe où j'étais encore débutante et je me suis dit, en fait, les heures qu'il me donnent en plus, ça me permet à moi d'évoluer, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu tout arracher avec toi, quoi. Parce qu'après, j'ai travaillé, j'ai eu plusieurs expériences, je suis montée en compétence sur d'autres sujets, tu vois. Savoir juste maîtriser un ordinateur, Excel, les logiciels, etc., ça, j'ai pas appris à l'école. Faire de la prospection, juste déposer des flyers, j'ai pas appris ça à l'école. Aller vers les gens, savoir comprendre, les écouter, comprendre leurs attentes, etc. et répondre à une problématique. Ça, je l'ai pas appris à l'école ou dans les livres parce que j'étais très, très peu scolaire, tu vois. Ça, je l'ai appris sur le terrain. Et donc après, voilà, j'ai mis à profit tout ce que j'ai appris en entreprise pour Chaos. Et c'est quoi ton rêve dans la vie? Je sais pas si je t'ai déjà posé cette question un jour. Mon rêve j'aime pas me dire, voilà, dans 5 ans, je me vois là, etc. Ton rêve, le truc. Mon rêve le plus ultime, c'est de m'expatrier à l'étranger. Après, c'est un désir, tu vois, ça reste quand même... Mais c'est un rêve de m'expatrier et de pouvoir être heureuse et de voir ma famille stable, tu vois. D'avoir une grosse stabilité, mais à l'étranger. Ok. Quel pays, par exemple? Dubaï. Non, c'est le gros cliché. Le gros cliché. Dubaï. Non, l'Indonésie, j'aime beaucoup. Je suis partie en Indonésie, donc j'ai beaucoup aimé. Mais après, je pense que c'est parce que j'ai pas découvert d'autres pays que je dis ça. L'Indonésie et Dubaï. Okay. La ville Dubaï. Ok, et en dehors de l'expatriation, t'as un projet que t'aimerais faire, que t'aimerais réaliser, t'aimerais concrétiser? Ça reste toujours les projets qu'on a aujourd'hui, tu vois. J'aimerais encore aller plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça mes rêves, c'est de pouvoir encore plus apprendre, devenir la femme que j'aimerais être, tu vois. J'ai toujours... rêver d'être ce type de femme-là, tu vois, cette femme-là qui aide ses parents, qui est entrepreneuse, qui puisse maîtriser par exemple l'anglais. En fait, j'ai plein d'objectifs. Je me suis fait une liste d'objectifs là 2026 et il y a plein de choses aujourd'hui que je maîtrise pas, comme l'anglais. C'est là où j'ai commencé les cours d'anglais, faire du sport parce que j'en faisais pas. Et le sport aujourd'hui, ça te permet d'avoir une bonne hygiène de vie, tu sais, avoir le corps de tes rêves, etc. En fait, voilà, mon rêve à moi, c'est d'être cette femme idéale que je me suis mise en tête, tu vois. Okay. Et là, je suis en train, petit à petit, de le devenir. Je ne le suis pas encore. Ah, Inch'Allah, ouais. ça va le faire. Ouais, Inch'Allah, ouais. De toute façon, t'as tout ce qu'il faut pour cartonner. Ouais, ouais. Je vois au quotidien. Et là, aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as eues dans l'entrepreneuriat, là, dans ce qu'on a vécu ensemble? Pendant ces 4 ans? Le plus gros challenge que tu as eu? Il y en a plusieurs. Le tout premier que j'ai rencontré, c'est de me dire que là, Yasmine, en fait, l'entrepreneuriat, ce mot-là, je le connaissais même pas quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Je l'ai appris après. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'ai appris que je faisais de l'entrepreneuriat. J'ai appris que je faisais de l'entrepreneuriat après, tu vois. Et c'est un très bon point parce que du coup, je pense que dans ma tête, je me serais dit non, tu réfléchis, etc. Et ça m'a permis de pas réfléchir, de me dire vas-y, je me lance, tu vois. En plus, je t'ai fait confiance aussi. Donc, et en fait, c'est de se dire, à part toi, il n'y a personne au-dessus de moi. C'est-à-dire, là, si je fais une erreur ou quoi, on est nous deux à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était inconnu pour nous deux. Donc, en fait, j'étais entourée que de toi. Tu vois ce que je veux dire? Après, toi, t'étais entourée avec les réseaux, LinkedIn, etc. Parce que t'as pas mal de personnes qui te suivent. Mais moi, j'avais que toi, tu vois. Et toute décision que je vais prendre, elle aura un très gros impact. Et c'est des décisions que je prends que j'ai jamais prises dans ma vie, tu vois. Et la difficulté, c'est de me dire, j'avais pas, moi, quelqu'un... t'as pas quelqu'un au-dessus de toi, tu vois. Tu vas faire des erreurs et te dire, OK, chaque erreur, tu vas les payer. Et j'en ai payé les pots cassés, tu vois, de beaucoup d'erreurs. Donc ça, c'était la difficulté que je vis encore aujourd'hui, tu vois. On va toujours prendre des décisions qui vont nous coûter de l'argent. Et la deuxième difficulté, ça va être... c'était Montpellier. Après, c'était une belle difficulté quand même. je regrette rien. Après, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, mais... Et c'est passé quoi à Montpellier? Explique l'aventure à Montpellier.
L'aventure à Montpellier, on l'appelle Montpellier là. Montpellier. Je suis partie ouvrir un campus à Montpellier et l'objectif de l'ouverture du campus, donc c'était de développer l'école. Et comment tu l'as ouvert? Financièrement, avec très peu de moyens, mais je l'ai ouvert en recrutant. Déjà, je suis partie sur le terrain comme ça, du jour au lendemain. Je me suis dit, allez, ça fais-moi confiance, on va aller à Montpellier. Donc, je suis partie à Montpellier avec ma petite voiture. J'ai mis 2-3 mois à trouver un appartement. Donc, je devais trouver un appartement, je devais recruter une nouvelle équipe, je devais trouver des locaux, je devais trouver des formateurs, trouver des étudiants et trouver des partenaires. Voilà. À tout 22 ça ans. Ouais, 22 ans. Tout ça en 4 mois. Et c'était éprouvant. Et tout ça avec un compte TikTok aussi. Ouais, c'est ça, avec un compte TikTok. Ton arme, c'était TikTok. TikTok, ouais. Comme je t'ai dit, c'était soit j'y vais et je repose pas sur les réseaux sociaux, j'y vais comme ça, sauf qu'en fait, personne me connaissait. Tu vas dans une ville inconnue. Tu vois, c'est comme si je te dis, Youssef, je te dis d'aller aller en Chine et va ouvrir Kios en Chine sans aucun moyen, tu vois. Mais en fait, moi, mon arme, c'était les réseaux sociaux. Je savais que j'allais être visible grâce aux réseaux et j'ai tout misé dessus. Okay. Et ça m'a permis d'ouvrir un campus et de faire plusieurs classes. Donc, c'était cool. J'ai suivi ça. Et franchement, en plus, je t'ai pas trop aidé sur cette partie-là. On avait d'autres problèmes là à Paris. qui étaient colossaux à gérer, comme d'habitude, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, toi, tu maîtrises archi bien les réseaux sociaux. Tu vois, en fait, tu arrives à en faire une arme de communication et tu arrives derrière à transformer cette communication en opportunité commerciale, business, attirer, enfin faire tout plein de choses avec. Comment tu fais en fait? C'est quoi le secret? Le secret, c'est de raconter une histoire. Là où ça marche le plus, c'est quand tu racontes une histoire. J'ai toujours fait des tests. Tu sais, j'ai essayé de faire des vidéos. Je savais qu'ils n'allaient pas forcément marcher, mais je les poste quand même. Des vidéos où tu vas un peu montrer ce que tu as réussi, mais les gens n'ont pas besoin de savoir là où tu en es aujourd'hui. Ils ont besoin de savoir quel est le chemin que tu as pris pour arriver à là, tu vois. Et donc, j'ai compris qu'aujourd'hui, les personnes avaient besoin d'un exemple. Visualiser, c'est ça. En fait, les étapes que tu as faites pour pouvoir arriver à ces résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai reproduit sur les réseaux sociaux. Ok. Et après, derrière, qu'est-ce qui fait que tu arrives à transformer, tu sais, au téléphone, quand tu les as... Tu vois, il y a un truc quand même. Ouais, je l'ai toujours dit, et j'ai toujours dit aux personnes que j'ai recrutées, c'est-à-dire quand vous êtes au téléphone, vous dites pas que vous devez le faire parce que vous avez des objectifs. Il y a des objectifs, ça c'est normal. Dans toute entreprise, il y a des objectifs. Mais faites-le, puisque partez du principe que ce que vous le faites avec le cœur. Et vous êtes convaincu, il faut que vous soyez convaincu déjà de l'entreprise et convaincu que ce que vous faites, ça va vraiment apporter et aider. Si vous n'êtes pas convaincu que ce que vous dites au téléphone, c'est pas prêt à aider les personnes que vous aurez au téléphone, ne le faites pas. Tu vois, vous allez mal vendre. Et il faut que ces personnes-là qui puissent être au téléphone, donc moi, se disent, ok, si j'avais été à cette place-là, je l'aurais acheté, tu vois. Je l'aurais pris. Donc voilà, être à l'écoute, ça c'est pas prêt, c'est être commercial. Mais là, ils savent pas. Quand tu es commercial, il faut que tu te rends compte de la problématique de la personne et il faut que tu te dises, ok, cette personne-là a besoin d'être aidée. Et pour que cette personne-là, pour que tu comprennes ses besoins, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu lui poses des questions, il faut que tu t'intéresses à l'interlocuteur. Si tu t'intéresses pas, tu sauras pas et tu vas lui vendre quelque chose qui va pas lui correspondre. Il faut savoir que chaque service, par exemple, qu'on va vendre, je parle pas de nous, mais à l'extérieur, chaque service peut être modulable. C'est-à-dire aujourd'hui, tu veux un iPhone, Youssef, toi, qu'est-ce que tu recherches? Aujourd'hui, c'est la nouveauté, par exemple. C'est le fait de dire, c'est le dernier iPhone, stylé, etc. Moi, si je comprends pas que tu vas acheter le téléphone pour la nouveauté, je vais te dire, Youssef, dans le téléphone, tu as des réglages qui te permettent de charger, de travailler plus rapidement. Et peut-être que toi, tu travailles pas, peut-être que tu es au chômage. Tu vois, je te vends quelque chose et je t'invente des besoins, mais tu n'en as pas besoin pour ça, c'est pas l'utilité, tu vois. Voilà. Parce que finalement, un iPhone, il peut répondre à plusieurs utilités. Exactement. Donc, quand tu vends l'iPhone, les arguments que tu donnes, en fait, tu peux donner plein d'arguments. Ouais. Tu peux donner 100, 150 arguments différents. Ouais. Mais il faut que tu donnes les arguments qui répondent aux besoins de la personne. C'est ça. C'est là où tu es efficace. Ouais. Et tu peux du coup répondre et tu peux lui donner les bons arguments, mais pour ça, il faut l'écouter. Il faut s'intéresser à lui. Et t'aimes bien vendre? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'aime bien vendre. Parce qu'en fait, je pars du principe où, tu vois, je me mets pas au-dessus de l'interlocuteur. C'est-à-dire, tu sais, généralement, il y en a beaucoup qui sont aussi, qui se disent, ouais, c'est moi le commercial, donc c'est moi qui est au-dessus de lui. Moi, je suis toujours
en quête d'apprentissage. C'est-à-dire la personne avec qui je suis au téléphone, je pars du principe où elle va aussi m'apprendre beaucoup de choses. On va s'apporter mutuellement, tu vois. Donc je m'intéresse, pas que parce que je m'intéresse à la personne, mais parce que je suis curieuse aussi de savoir ce qu'il fait. Je suis curieuse de savoir comment il a fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Tu vois. Donc ouais, j'aime vendre. J'aime vendre. Pour moi, c'est pas que de la vente, c'est aussi un échange, c'est de l'apprentissage, c'est un échange de bons procédés. Voilà. On s'apporte des choses mutuellement et c'est des contacts. Je lui vends aujourd'hui, demain il me vendra peut-être, tu vois. Est-ce que tu trouves que être une femme, c'est une force Euh, dans le business? Dans le business? Dans le business, est-ce que être une femme, c'est une force? Ouais. C'est une force parce que on a des capacités, on a des compétences, on est avec des compétences que des hommes ils naissent pas avec, tu vois. Par exemple, l'écoute. Nous, on a cette capacité d'écouter plus facilement. En fait, on est né comme ça, tu vois. On est né avec nos émotions sont multipliées par rapport à vous. Et donc, forcément, on va être plus à l'écoute, on va rentrer dans son problème, on va même devenir les psychologues, tu vois, des clients. Alors que vous, vous êtes pas né avec ces choses-là. Et forcément, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on dit que les meilleures vendeuses, les meilleures commerciales, c'est les femmes, tu vois. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais? Allez, tu l'as entendu aujourd'hui, Steph. Les meilleures commerciales, c'est les femmes. Ouais. Est-ce qu'être une femme arabe, c'est une force? Moi, je répondrais oui et je répondrais non. Parce qu'on reste toujours forte, tu vois. Mais c'est vrai qu'en France, tu peux faire face à des difficultés. C'est-à-dire des personnes misogynes, des personnes qui vont être racistes, tu vois. Je dis pas qu'il y en a partout, mais il y en a quand même. Des fois, ça se ressent. Et des fois, c'est une force parce qu'en fait, dans tous les cas, quand tu vends, quand tu recrutes, etc., tu vas recruter des personnes qui te ressemblent, tu vois. Donc, il y a des clients qui vont forcément, tes clients que tu vas attirer, ça va être des clients que tu... par rapport à mon expérience, hein, mes clients, ça va être des clients qui me ressemblent, tu vois. Pas que, mais une très grosse majorité. Et ça aussi, du coup, c'est aussi une faiblesse parce que tu fais face à de la discrimination, etc. On dit souvent, ouais, t'es une arabe, donc c'est une arnaque, tu vois. En fait, on a on a l'étiquette d'arnaqueur sur le front, malheureusement. Quand tu fais de belles choses, on va te critiquer parce que t'es une arabe, tu vois. Et parce que si t'as de l'argent, on va te dire ouais, mais t'as arnaqué parce que t'es une arabe. En fait, t'as cette étiquette de comme t'es une arabe, t'es forcément une arnaqueuse. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Ouais, c'est le. En fait, le travail d'arabe, ça a été retourné dans le mauvais sens. De base, le travail d'arabe, c'était un travail de qualité. Ouais. Tu vois, à l'époque, les Arabes, c'était des scientifiques. Okay. Ils étaient très minutieux. Ils avaient des capacités à créer des structures très ingénieuses, tu vois, notamment dans l'horlogerie, les montres, etc. Je sais plus si il y avait des montres à l'époque. Et donc, le travail d'arabe, c'était vu comme un travail complexe que beaucoup de personnes ne peuvent pas résoudre parce que c'est les Arabes qui l'ont fait. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est beaucoup inversé. En partie aussi parce que nous aussi, hein, des fois, le taf, je parle pas de nous spécialement, toi et moi, mais de manière générale... Et alors là, il y en a certains qui peuvent mal faire leur travail, mal se comporter. On n'est pas toujours le meilleur exemple dans certains secteurs d'activité. Dans d'autres, on est les meilleurs. Dans d'autres aspects, on n'est pas bon. Mais comme tout le monde. Il faut l'assumer. C'est pas que il y a pas que du mauvais. C'est-à-dire, il y a du bon et du mauvais chez les Arabes, comme il y a du bon et du mauvais dans d'autres cultures. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, mais malheureusement, de pointe du doigt quand t'es une Arabe, c'est plus fort et c'est plus c'est plus dur, tu vois. Ouais. Comment tu réagis face à la critique? Moi, je réponds pas. Je réponds pas face à la critique. Je réponds pas ou je réponds intelligemment ou j'aime bien lancer des petites punchlines. Des fois, ça me ronge. Mais je me dis que en fait, il faut montrer le bon exemple. Parce que si tu réponds méchamment, etc. Et parce que t'as l'envie aussi, tu sais, des fois, t'as ce truc où tu te dis, mais merde. En fait, je m'en fous, tu vois, j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, vois ailleurs, regarde. Mais en fait, malheureusement, même quand tu vas t'exprimer de cette manière-là, on va te pointer du doigt, on va dire, voilà, vous avez vu comment elle répond? Je vous ai dit, c'était une arnaqueuse. Tu vois. Donc, faut pas répondre. On prouve avec les actions. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux pas réussir quelque chose et avoir zéro critique.
Il y a des critiques qui vont te permettre d'évoluer. Il y a des critiques de haters, entre guillemets, où tu vas dire, OK, bah, ces personnes ne m'aiment pas. Mais il ne faut pas qu'en fait, tu dises, OK, mon travail est mal fait ou mon travail n'est pas bon parce qu'on m'a critiqué, parce que tout le monde va essayer de te critiquer. Des critiques, il y en a tout le temps. Et tu pars du principe où, plus on te critique, bah, plus tu deviens quelqu'un. Parce que si on ne critique pas, c'est qu'on ne te voit pas. Tu vois. Donc si on te voit et si on te critique, c'est qu'on te voit. Et que tu poses problème. Il faut poser problème. Voilà. Tu poses problème. Ouais, je comprends. De toute façon, on l'a vu. Hein. Malheureusement, je pense que... Je sais que les commentaires négatifs, les critiques, je me demande est-ce que c'est des vraies personnes qui n'ont rien à faire sur Internet et qui passent leur temps à commenter. Tu sais, moi, j'ai pas le temps d'être sur Internet et de commenter. Moi, je mets un like, je mets bravo, mais m'amuser à dénigrer, critiquer et tout, je trouve que les gens, ils n'ont rien à faire quand même de leur vie. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Des fois, je me dis, est-ce que c'est des vraies personnes ou est-ce que c'est des personnes qui veulent, entre guillemets, détruire ton business, détruire ce qu'on essaie de construire, tu vois, et c'est pas des vrais gens, c'est une espèce de concurrents, parce que j'arrive pas à comprendre comment des personnes, ils peuvent rester sur Internet à mettre des commentaires négatifs. Ils ont que ça à faire. Ouais, et parce que ces personnes-là, elles vivent pas ce que tu vis. Par exemple, je te donne un exemple, c'était hier, j'étais à une conférence, et la femme, justement, qui tenait cette conférence-là, elle était très peu à l'aise, elle était très timide, elle avait du mal, et ça se voit que c'était ses premières fois. Il y a des personnes à côté, j'entendais chuchoter, qui critiquaient, ouais, mais c'est nul, elle parle pas dynamique, etc. Et je me dis, mais en fait, ces personnes-là, elles critiquent, mais tu les aurais mis devant, elles auraient bégayé. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, oui, cette personne-là, elle n'était pas très impactante, etc. Mais c'est ses débuts. Moi aussi, mes débuts, j'étais pareil qu'elle. Tu vois ce que je veux dire ? Au lieu de fermer ta bouche et de te dire, je vais la voir à la fin, lui faire des bonnes critiques qui vont l'aider. Ok, cette fois-ci, bah écoute, je trouve que ton discours était incroyable. T'as donné des notions qui m'ont aidé, etc. Maintenant, si je peux te donner des conseils pour la prochaine fois, essaye de parler un peu plus fort puisqu'on t'entend moins, etc. Enfin, voilà, donner des conseils à cette personne, tu la dénigres et tu la critiques en cachette. Tu vois ? Et je trouve ça naze parce que tu te dis, cette personne-là, t'aurais été à sa place, t'aurais pas fait mieux qu'elle, tu vois. Et les personnes qui te critiquent, elles feront jamais mieux que toi. Voilà. Dis-toi que toutes les personnes qui vont te critiquer aujourd'hui, elles auront peur d'être à ta place demain. En fait, elles te critiquent parce qu'elles n'ont pas réussi ce que toi, t'as réussi de faire. Voilà. C'est vrai que quand tu regardes bien, les critiques, elles viennent jamais, par exemple, d'un entrepreneur qui a plus réussi, tu vois. Non. Parce qu'en fait, ils savent par quoi t'es passé, ils savent ce que t'as traversé. Exactement. C'est souvent des personnes qui n'ont pas la compétence, la force, l'énergie ou quoi pour faire ce que tu fais. Et c'est beaucoup plus facile de critiquer, d'être spectateur que de faire au quotidien. Que d'être acteur. Donc ouais, sur ça, on est d'accord. Ouais. Parce qu'on en a eu. Hein. Moi, sur LinkedIn, au début, quand j'ai commencé, j'avais plein de gens qui critiquaient « Ouais, mes publications, ouais, mais ça n'a rien à faire ici, ouais, mais c'est pas professionnel. » Vas-y, fais-le, tu vois. Vas-y, essaye, tente. Et à la fin, c'est ça qui a fait la différence dans mon LinkedIn. C'est pour ça que j'ai fini numéro 1 devant beaucoup de personnes. C'est que j'ai accepté d'être critiqué. Tu vois. Et par contre, je prenais les critiques, je disais, OK, quelles sont les critiques qui sont constructives et qui peuvent m'aider à progresser ? Parce qu'il y en a, parmi toutes les critiques, il ne faut pas fermer les yeux sur tout. Il y en a qui sont... Par exemple, on te critique, on te dit, ouais, regarde les fautes d'orthographe. OK, peut-être la personne t'a critiqué, mais les fautes d'orthographe, peut-être que tu en as fait, et donc c'est quelque chose que tu dois corriger. Donc il y a certaines critiques sur lesquelles tu peux faire attention. Il faut juste avoir l'intelligence de se dire, OK, quelles sont celles qui sont utiles ? Quelles sont celles qu'on jette à la poubelle ? Faire le tri. Voilà. Faire le tri, exactement. Faire le tri, exactement. Ok, donc toi, aujourd'hui, ton rêve, partir à l'étranger, vivre, kiffer, entreprendre, toi, tu te vois toujours entrepreneuse ? Ouais, je me vois pas rien faire. De toute façon, dans tous les cas, je vais surtout pas retravailler, être en CDI, etc. Donc ouais, entreprendre et voyager. Voyager, j'aime trop voyager, Youssef. C'est quoi les pays que t'as fait ? J'ai fait l'Indonésie, donc Bali. Et la Thaïlande, j'ai fait l'Espagne. J'ai pas fait beaucoup de pays, hein. Dubaï. Et puis voilà. Le Maroc. Le Maroc, l'Espagne, oui, le Maroc. L'Espagne, Non, l'Espagne, j'ai fait avec des copines l'Espagne. Ok. Donc, mais avec l'école. Avec l'école, ouais. On a fait l'Espagne avec le Maroc, avec l'école et toute seule avec mes copines. Donc, ok, et c'est quoi les autres pays que t'as envie de faire ? J'aimerais bien faire la Chine. J'aimerais bien faire la Chine. La Chine, c'est une dinguerie. Moi, j'aimerais trop aller en Chine. J'aimerais trop, ouais. J'ai vu que là-bas, ils étaient... On critique beaucoup la Chine, tu vois.
mais ils sont beaucoup en avance. Ils ont des choses que nous, on n'a pas ici, tu vois. Donc j'aimerais bien me faire mon propre avis. En fait, on voit les critiques, encore une fois, sur la Chine, mais moi, je veux me faire mon propre avis, tu vois. Plus je vois de critiques, plus ça me donne envie d'aller en Chine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc là, je vois des critiques, ça me donne envie d'y aller, parce que j'ai envie de voir, en fait, et de faire mon propre avis sur la Chine. Bien sûr. Le Japon, pareil, j'aimerais trop faire. Le Japon, c'est stylé. Hein. J'aimerais aller en Suisse, faire une randonnée en Suisse. Ouais. Ça me donne trop envie d'aller faire une randonnée. Dans les montagnes et tout. Ouais, dans les montagnes et tout. Pourtant, je suis très peu campagne, montagne, mais je pense que ça peut beaucoup m'aider spirituellement parlant. Voilà. C'est à l'opposé de ce que j'aime de base, mais c'est important de découvrir. Voilà. Ok. Non, c'est top. Donc, toujours entrepreneuriat, toujours en mode business, partir à l'étranger. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à vivre dans ta vie? Dans ma vie, dans ma vie personnelle, à l'école, etc. Ok. Non, peu importe. Peu importe. Le fait d'être... J'ai oublié le mot. Tu vas me le retrouver. Dyslexique. Pourquoi je l'oublie là? Non, dyslexique. Parce que même aujourd'hui, quand j'ai repris à lire des livres, etc., la difficulté, elle part pas. Tu vois, même si t'essayes, ça part pas. J'étais 8-9 ans chez l'orthophoniste quand j'étais jeune. Enfin, beaucoup plus jeune quand j'étais plus petite. Et ça part pas, tu vois. Tu dis, c'est des efforts que tu fais, mais t'es dyslexique, c'est comme ça va pas partir. Tu vois, je vois ça comme une maladie, tu vois. Et ça, c'est une grosse difficulté, puisque du coup, ça t'impacte et au travail, et dans ta vie personnelle, etc. Mais, enfin, plutôt à l'école. Quand je dis ta vie perso, je parlais plutôt de l'école. Donc ça, c'était une grosse difficulté. Maintenant, j'ai appris à vivre avec, j'avance avec, c'est-à-dire je fais en sorte d'avancer avec cette difficulté, mais cette difficulté, c'est aussi une force. Yeah. Parce que je comprends des choses que d'autres ne comprennent pas. Je suis beaucoup plus vive d'esprit, tu vois. Beaucoup plus vive d'esprit. C'est-à-dire, je comprends très rapidement les choses. T'as pas besoin de terminer ta phrase, que j'ai déjà compris ce que tu voulais dire, tu vois. Alors qu'il y a des personnes, faut leur expliquer c'est le bon sens, t'as du bon sens, toi. Exactement. T'es logique. Ouais. Très logique. Vu que je suis très peu écrit, je me dis, il faut que je concentre tout sur ma concentration. Dès que la personne me dit quelque chose... sur ma concentration. Non, mais faut que je mette toute mon énergie sur ma concentration, et que dès qu'on me dise quelque chose, ça soit compris. Parce que sinon, on va me l'écrire. Moi, si on me l'écrit... En fait, je comprends pourquoi t'arrives pas à te concentrer longtemps. Tu mets trop d'énergie dans la concentration, après tu fatigues, boum, ça chute direct. Tu mets toute l'énergie dans la concentration. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté... c'est d'avoir accompli tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, je me dis aujourd'hui, Youssef, ça fait 3-4 ans, je sais plus, 3-4 ans qu'on entreprend. J'ai pas vu le temps passer. On a, nous deux, eu plusieurs épreuves. On a été éprouvés au travail. On a eu énormément de difficultés. Et je me dis, on a réussi à passer toutes ces difficultés. C'est-à-dire, je me dis aujourd'hui, en fait, même quand je vis les difficultés, et on en vit actuellement, c'est rien, parce que demain, ça va passer. Tu sais qu'il y a un chemin. Ouais, ça va passer. Tu sais que c'est une étape, en fait, à franchir. C'est ça. Et faut être patient. Tu vois, ça m'a appris à être patiente. J'ai jamais été trop patiente dans ma vie, et aujourd'hui, je le suis beaucoup plus, tu vois. Je suis plus posée, c'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, je vais être dans la réflexion, etc. Et ça m'a rendue meilleure, tu vois. Donc voilà, la plus grosse fierté, c'est d'être arrivée là aujourd'hui, très jeune, puisque j'ai quand même 24, je vais avoir 25 ans. Et je me dis qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui auraient rêvé vivre ce que je vis aujourd'hui et qui ne l'ont pas vécu. Et c'est pour ça que je suis aussi reconnaissante. Et voilà. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. J'ai pas encore accompli tout ce que je voulais accomplir, mais ça viendra avec le temps, step by step. De toute façon, je pense qu'on n'accomplit jamais tout ce qu'on veut accomplir. C'est rare. Même quand on arrive à être vieux, peut-être. Hein. Surtout quand t'es entrepreneur. Ouais, surtout quand parce que tu veux toujours plus, tu veux toujours apprendre plus, tu veux toujours faire plus. Bien sûr. Ouais. En tout cas, Yasmine, merci pour l'interview. Je vais te poser une dernière question après, mais voilà, moi, t'es quelqu'un que j'admire beaucoup. Je dis pas ça parce que t'es devant moi ou parce que t'es ma petite sœur, mais voilà, sincèrement, t'es quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé. C'est grâce à toi qu'on peut se développer autant. Tu me donnes beaucoup d'énergie au quotidien. Parfois, tu vas me rendre ouf. Parfois, on va s'insulter. Parfois, ça va être la guerre mondiale. Mais à la fin, on passe toujours à autre chose parce qu'on a des liens qui sont beaucoup plus forts que
tout le business ou les opportunités qu'on peut développer ensemble. En tout cas, voilà. Quelqu'un que j'admire beaucoup, tu as tout mon respect et tu l'auras Force tout et le temps. honneur. Force et honneur. Non, c'est vrai. Et si tu devais donner voilà, juste un conseil peut-être aux filles qui ont un peu moins d'expérience que toi et qui souhaiteraient se lancer, entreprendre, développer leur projet, leur business, tu leur dirais quoi? Ok. Merci Youssef pour tous ces compliments. Je te retourne les compliments. Moi, ce que je peux dire à ces femmes, c'est... je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en vos idées et n'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Voilà. Ne réfléchissez pas, faites les choses avec le cœur et soyez convaincus. Ne mentez pas. Soyez convaincus que ce que vous faites, ça va apporter. Parce que si vous êtes convaincu de la valeur que vous allez apporter, des compétences que vous allez partager, ça peut que marcher. Si vous le faites avec le cœur, ça peut que marcher. Voilà. Merci Yasmine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté, suivi ce podcast. Abonnez-vous, likez, commentez, repartagez. N'oubliez pas, c'est important. C'est comme ça qu'on va pouvoir en faire encore plus. Et à très très bientôt. Ciao. Ciao.